Bonjour et bienvenue à cette conférence privée. Merci. Le doute du doute, est-ce que c'est salvateur ou si c'est un piège de l'astral? Chez un être humain qui n'est pas vivant, tout ce qui est ascensionnel peut servir de piège. Ça peut être dirigé par l'astral, ça peut être prévu par l'astral, ça peut amener l'humain à finalement revenir un peu en arrière. Toutes les mécaniques d'évolution sont des mécaniques qui peuvent être copiées. Si elles peuvent être copiées, ça peut donc servir de piège. Parce que comment définir à ce moment-là si elles sont copiées ou si elles sont d'une réalité qui permet à l'individu justement de monter? Parce que le doute du doute peut amener des points de vue différents, des points de vue neufs qui lui permettent de monter. Voilà, c'est exactement ça. Quand on doute du doute ou quand on doute tout court et que ça nous nuit, ça nous crée des problèmes mentaux, ça crée des casse-têtes, on ne sait plus où on met les pieds, on est totalement en train de se faire avoir. Okay. Quand on a un doute du doute qui est clair, qui nous permet d'avancer, ou un doute du doute qui ne nous aide pas encore, mais qui ne nuit absolument pas, si ça ne nuit pas, nécessairement, il n'y a aucun problème. Est-ce que le doute du doute peut amener une vision qui dépasse, qui est extraplanétaire? Bien, ça c'est évident. Mais à ce moment-là, ce qui est perçu extraplanétairement relève encore du doute. Non, ce qui est perçu extraplanétairement, on doit simplement ne pas y attacher d'énergie. On ne doit pas y attacher d'importance. L'être humain n'a pas les yeux pour voir clairement quoi que ce soit. Donc, de toute façon, tout ce qu'il va voir par les yeux astrales, par les yeux vitales, par les yeux physiques, etc., tout ce que l'humain peut percevoir est nécessairement une partie du mensonge cosmique. Donc, on doit simplement savoir que plus on voit le mensonge cosmique, plus on a une conscience qui s'expand. Et c'est uniquement ce que ça doit nous donner, c'est que je vois plus grand, je vois plus de mensonges, donc j'évolue. Ma conscience prend de l'ampleur. Si ma conscience prend de l'ampleur, à un moment donné, il va déborder le mensonge, et là, je saurai. En attendant, je dois simplement savoir que je prends de l'ampleur. L'être humain qui, astralement, s'attache à ce qu'il voit, s'attache aux formes, va privilégier, va mettre beaucoup plus d'importance dans ce qu'il va voir que dans le fait qu'il voit. Et j'ai expliqué souvent dans des conférences régulières que ce qui différenciait l'être humain de l'animal humain, c'est que l'être humain savait qu'il savait qu'il savait, alors que l'être humain savait qu'il savait. Donc, celui qui évolue uniquement d'une façon astrale ou encore d'une façon égoïque, à un moment donné, il va voir, par exemple, Dieu. Et il va focaliser toute son attention sur sa vision. Alors qu'une vision humaine est toujours une vision illusoire. Alors que l'individu devrait plutôt se dire, tiens, je peux voir jusque-là. Alors, c'est parfait. Donc, il sait qu'il sait qu'il sait. Alors que l'animal humain qui évolue va s'arrêter aux visions, alors il ne se rendra pas compte qu'il sait, il va simplement s'amuser. On prend un télescope, on place ça devant les yeux d'un chien, et le chien voit un chat à 2-3 000 de distance, et le chien immédiatement se met à saliver, il veut bouffer le chat. Le chien sait qu'il y a un chat. Le chien ne sait pas qu'il voit à travers un télescope. Alors que le chien devrait simplement être totalement ébloui par la technologie, pas par le chat. Le chat est à 3 000 de distance, le chien ne l'aura jamais. Alors l'humain, c'est un peu la même chose. Lorsqu'il commence à voir, il peut utopiser. Il réincarne de l'avenir, il réincarne du passé. Lorsque l'humain a une expansion de conscience, la mécanique astrale va faire souvent en sorte que l'humain va devenir idolâtre. C'est-à-dire qu'il va adorer la forme, plutôt que de prendre conscience de l'expansion de sa conscience, qui, ça, est réellement une mécanique énergétique, donc une mécanique de christification, donc une mécanique de conscientisation. Alors, c'est beaucoup plus le fait d'être capable, par exemple, je donne une conférence, une personne, elle comprend tout ce que je dis, mais elle ne retient rien. L'important, c'est ce que la personne a pu saisir. La personne ne comprend pas tout ce que je dis, elle en comprend une partie, c'est important aussi. Là, on vit une extension de conscience. Si l'individu s'attache uniquement à la forme, non seulement il n'évolue pas, il évolue pas à pas, mais il évolue comme l'humanité. Il n'évolue pas comme il devrait évoluer. Et en plus, il risque les rechutes régulières, pour la simple raison qu'il s'attache à quelque chose qui, de toute façon, est là pour le tromper. Mais qu'est-ce qui permet l'expansion de la conscience? Il n'y a pas de qu'est-ce que ça s'expand ou non. Est-ce que c'est donc on revient encore à la question de l'énergie? Oui, c'est évident que c'est une question énergétique. L'être humain rendu à un certain moment donné, il ne peut pas expandre sa conscience. Par contre, si l'être humain reste vivant, si l'être humain reste anégoïque, si l'être humain est capable de vivre un peu plus joyeusement, j'expliquais dernièrement que l'être humain se devait d'être joyeux. Il ne peut pas être heureux, parce que le bonheur, c'est une question de mémoire, alors qu'être joyeux, c'est une question d'instantanéité. Si tu es heureux, c'est que ça date dans le temps. Si tu es joyeux, c'est maintenant. Donc, l'être humain doit, s'il est joyeux, s'il est capable d'être vivant, s'il accepte de rire des choses de la vie,
nécessairement, l'être humain va vivre une expansion de conscience. Alors que l'être humain qui travaillerait pour vivre une expansion de conscience ne pourrait pas en vivre une, pour la simple raison qu'il serait toujours en train de comparer mémoriellement. En plus, il aurait une idée de ce que c'est qu'une expansion de conscience, donc il essaierait d'atteindre encore une fois une forme. La forme, conceptuellement parlant, c'est intéressant parce que ça permet de cumuler de l'énergie. Mais cette énergie-là doit, à un moment donné, servir l'humain pour avancer. Si l'énergie sert l'humain pour avancer, nécessairement la forme est dissoute pour libérer l'énergie. Si la forme est dissoute pour libérer l'énergie, nécessairement, astralement ou psychologiquement, même mentalement, l'humain va se rendre compte qu'il est en train de monter, mais l'humain ne saura plus où il monte. Si l'humain sait où il monte, il ne peut à peu près pas atteindre ce qu'il veut. Par exemple, encore une fois, tu as la vision de Dieu. Tant que tu as la vision de Dieu, tu ne pourras jamais l'atteindre. Pourquoi? Parce que toute l'énergie pour l'atteindre est placée dans la vision. Lorsque tu prends l'énergie pour l'atteindre, tu détruis la vision. Et maintenant, tu montes à ce niveau-là, mais il n'y a plus rien pour te dire où tu es rendu. Et ça, l'humain doit fonctionner de cette façon-là. Il place un concept en avant uniquement pour pouvoir ramasser, canaliser et cumuler de l'énergie pour pouvoir se permettre une ascension. Et lorsque c'est le temps de vivre cette ascension-là, nécessairement, il devra détruire la forme pour pouvoir absorber l'énergie de façon à devenir ce qu'il visait. Mais lorsqu'il devient ce qu'il visait, il ne le vise plus. Il ne sait pas qu'il l'a atteint pour la simple raison qu'il n'y a plus rien. Il y a peut-être quelque chose d'autre en avant, ce qui va faire en sorte que progressivement, certains égos vont dire « on n'y arrivera jamais ». Mais le chemin est trop loin. Chaque fois que je pense l'avoir atteint, je me rends compte que c'est encore en avant. Mais c'est parce que l'individu ne comprend rien. L'individu va atteindre la marche 4. Lorsqu'il atteint la marche 4, il voit la marche 5. Et il pense que la marche 5, c'est la marche 4. Alors il se dit, à un moment donné, il n'y a rien à faire. On ne doit pas être des idolâtres supramentales, on ne doit pas être des idolâtres mentales, on ne doit pas non plus être des idolâtres astrales. On doit comprendre la mécanique de la forme, se servir de la mécanique de la forme pour cumuler de l'énergie, mais on ne doit pas préserver à tout prix la forme. À ce moment-là, est-ce qu'une personne peut vivre l'expansion de la conscience à son insu? C'est toujours comme ça que ça commence. Que ça commence, mais c'est pas nécessairement comme ça que ça se poursuit. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se poursuit, en ce sens que l'individu qui vit une expansion de conscience, dans une grande partie de sa conscience astrale et de sa conscience mentale qui est en croissance, il va vivre une expansion de conscience supramentale progressive. Sauf que si son expansion de conscience est, disons, d'une envergure de 8 pouces de diamètre, lui aura peut-être conscience de 2, 3 ou 4 pouces de diamètre. Donc, une grande partie de son expansion qui se vit consciemment, et dans la majorité des cas, une grande partie de la conscientisation, donc de l'expansion de la conscience de certains individus, va se vivre aussi inconsciemment. Et c'est ce qui, de temps en temps, fait en sorte que, quand je rencontre des individus, je m'adresse souvent à la globalité de leur conscience, et il y a des individus qui ne comprennent pas ce que je leur dis, ou il y a d'autres personnes qui, à un moment donné, auront l'impression que j'ai plus confiance en eux que eux ont confiance en eux, ou que je vois plus loin ce qu'ils sont. Donc, je les place à leur niveau, alors qu'eux se placent à un niveau inférieur, pour la simple raison que les individus n'ont pas totalement conscience de leur expansion. OK, mais cette expansion-là qui ne sert pas, mais elle sert quelque part. À un moment donné, elle va finir par revenir comme un bulldozer à travers l'ego, et elle va subitement devenir consciente, visible par l'individu, sauf que dans ces cas-là, ça crée certaines problématiques au niveau d'évolution, ça crée des stress mentaux. OK, donc cette son expansion-là, est-ce que c'est parce qu'au niveau de son expression, elle n'a pas la puissance nécessaire encore pour contrer l'ego? C'est un peu ça, mais c'est parce que l'individu niaise. C'est parce que l'individu est une grande tarte. Mais l'individu a beau être une grande tarte, il me semble que si, à un moment donné, il y a un certain quota d'énergie qui est présent, qui peut être utilisé, qui est facilement utilisable, mais qui ne l'est pas par l'ego. C'est juste là, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il y a un court-circuit, c'est quoi? Non, ce qui arrive simplement, c'est que dans l'évolution, les individus, à un moment donné, deviennent mentaux. Ça brille l'ego. Alors, lorsqu'un être humain est mental, être mental, bon, l'un des grands pièges de l'évolution, c'est d'être astralisé. En même temps, c'est essentiel. Le deuxième grand piège de l'évolution, c'est être mentalisé. Et en même temps, c'est essentiel. L'être humain devrait, par exemple, si on s'adresserait à un enfant, un très jeune enfant, il n'est pas très astralisé, il a un corps vital, extrêmement épanoui, il a un corps physique qui va bien. Et on devrait pouvoir lui faire passer sa vie astrale en 2 ou 3 ans. Par la suite, il deviendra donc mental. Et il devrait être capable de passer sa vie mentale en 1h30, 2 heures. Et immédiatement, il atteint la souche supramentale. Lorsque l'enfant serait supramentalisé,
il pourrait par la suite devenir son seul maître, il créerait très rapidement son double éthérique, à même l'énergie de tout ce qui traîne dans le plan morontiel et un peu dans l'astral, et il pourrait vivre une fusion rapide vers l'adolescence à peu près. L'être humain qui vit astralement a créé énormément de concepts, des concepts spirituels. Il a créé des cosmogonies, des cosmologies, des cosmosophies, il a créé des visions de l'univers dans lequel il s'est placé au centre ou en périphérie. Et lorsque l'être humain continue son évolution, à un moment donné, il devient mental. La mentalisation est quelque chose qui est aussi dangereux que le phénomène astral, parce que la mentalisation permet de créer des concepts, donc une spiritualisation, mais c'est une forme de mentalisation qui est extrêmement logique, ce qui fait que cette mentalisation est difficilement destructible par l'astral et n'est à peu près pas destructible par le mental ou le mental de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que dans le mental, on arrive à un point où on est à la jonction entre la réalité et la mémoire. On arrive à un point où on est à la jonction entre le supramental et le reste, donc entre les énergies extraterrestres et les énergies terrestres, ce qui fait en sorte que tout ce qui va être dit par le mental, si c'est négatif, ça sera facilement prouvable. Ça sera mathématiquement et logiquement vrai. Alors qu'un autre mental peut arriver et donner des points de vue totalement différents, et il aura tout aussi raison. De ce fait, un individu qui, à un moment donné, reste mental ou devient mentalisé, peut vivre de sérieux problèmes, c'est-à-dire qu'un individu peut avoir un ego qui sera... on sait que l'ego est plus reconstitué, mais du point de vue mental, il aura des mémoires d'ego scindées en deux. D'une partie, on aura un mental qui est capable de toucher un peu le plan supramental et qui accepte. Et en même temps, on aura une partie du mental qui ne touche pas le plan supramental, qui refuse un peu le plan astral, mais qui se sert de tout ce qui est dans l'astral pour se créer son monde à lui. Donc, c'est un mental extrêmement traditionnaliste, mais d'une traditionnalité qui refuse la tradition, mais qui refuse finalement tout. C'est exactement comme si ce mental-là avait décidé que dans la mémoire et dans la tradition, il y avait toute la création. Et tout ça complet, c'est faux. Alors que l'autre mental va dire, lui, ben dans la mémoire, il y a uniquement une petite partie, et maintenant, ben, on va s'ouvrir vers le reste. L'individu qui devient, disons, bi-mental est un individu qui va avoir une mentalisation d'un côté qui est relativement négative, qui est stagnante, et c'est cette mentalisation-là qui va créer une philosophie d'attente réellement passive, une philosophie de martyr, une philosophie de japonais, qui se fait du harakiri to buchan, donc une philosophie de personne qui ne pourra pas, d'une personne qui va se niaiser. Donc une personne qui a un mental suffisamment intéressant pour pouvoir comprendre des choses, et en même temps, de temps en temps, l'autre partie du mental va venir, et l'autre partie du mental va simplement tout détruire ce que l'autre partie vient de créer, ou elle va simplement perdre énormément de temps et d'énergie dans une forme d'abstinence évolutionnaire. Il y a des êtres humains qui doivent comprendre, et ça c'est une chose qui n'est pas encore très développée à l'intérieur de ceux qui évoluent. Il y a un temps cosmique pour une chose cosmique. Il y a un temps galactique pour une chose galactique. Il y a un temps stellaire pour une chose stellaire. Il y a un temps planétaire pour des choses planétaires. Il y a des temps mentaux, des temps astraux, il y a des temps vitaux, des temps physiques. Et il y a des temps collectifs pour la collectivité, donc des temps humanitaires. Et il y a aussi des temps individuels pour l'individu. Il y a des individus qui, tant qu'ils sont assujettis à l'évolution reculante, à l'évolution de l'ère du poisson, quand ça sera le temps, ils y vivront certaines choses. Pour la majorité des individus qui écoutent la conférence, ça a été le temps. Donc, ils ont maintenant passé l'étape de « quand ça sera le temps, tu comprendras ». Ils ne comprennent pas tout, mais ils comprennent, ils peuvent comprendre, ils peuvent avancer. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'être humain, dans cette mécanique, vit une transition entre l'ère ancienne et l'ère nouvelle. Et l'ère, elle est nouvelle, non pas parce que l'ère, elle est nouvelle. L'ère, elle est nouvelle uniquement parce qu'il y a des êtres neufs qui sont en train de naître dedans. Okay? On n'a rien à faire avec où ce que le soleil se trouve par rapport aux signes zodiacaux. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les individus qui sont dans la phase transitive restent assujettis par leur conscience mémorielle aux lois anciennes, donc veulent continuer à vivre et croient uniquement que la vie est possible, la vie évolutionnaire sur tous les plans, en fonction des lois traditionnelles, donc des lois anciennes. Et en même temps, ils commencent à pénétrer dans une ère où il y a des lois nouvelles. L'individu qui pénètre dans l'ère nouvelle est un individu qui, à un moment donné, lorsque lui sera prêt, ça sera le temps. Alors que juste quelques temps avant, c'était quand ça sera le temps, il sera prêt. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a un temps pour l'humain, un temps pour l'humanité, un temps pour la planète, un temps pour notre système solaire, un temps pour la galaxie, un temps pour l'univers, un temps pour le super-univers et un temps pour la création. Ce que cela veut dire, c'est que plusieurs parmi vous êtes rendus à un point où, effectivement, si vous décidez, si vous appliquez,
si on cesse de niaiser, autrement dit, si on comprend la mécanique, si on se discipline un petit peu pour cesser de niaiser, les individus vont atterrir leur temps très rapidement. Par contre, ce qui va arriver, c'est que parce qu'ils atterrissent leur temps, certains égaux, avant d'atterrir leur temps, vont dire, bon, alors si j'atterris mon temps, ça veut dire que j'aurai peut-être un libre arbitre. Le libre arbitre, ça c'est jouer avec le temps de l'humanité. Et ça n'a rien à voir avec le temps de l'individu. Donc, l'ego, avant d'atterrir son temps, si déjà il se crée des formes, il va vouloir atterrir son temps en fonction des formes créées, ce qui fait qu'il va continuer à se niaiser. Bon, je dis souvent que ce qui est important, c'est la saveur d'une chose. Exactement comme si, par exemple, je vous promettrais, on fait ça en farce, je vous promettrais qu'à un moment donné, nous allons aller sur un monde où tout sera parfait. Un monde où il n'y aura que de l'intelligence, un monde où il n'y aura que de la paix et où il n'y aura que de la joie. Bon, les individus disent, ah ben c'est parfait, j'ai rien contre. Et à un moment donné, quelqu'un dit, oui, mais ça va ressembler à quoi? Et là, moi, je réponds, ben alors, je ne sais pas. Alors, on a tout de suite la majorité des gens qui, déjà, ne savent plus si c'est vrai ce que je dis, vu que je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Si ça a de l'intelligence, ça a de la joie, disons, ça a de la paix, il n'y a pas de problème, que ça ressemble à n'importe quoi, mais on s'en fout. Sauf que l'individu recherche encore la forme. Si on expliquerait à quoi ça peut ressembler, uniquement pour donner une illusion à l'ego, par la suite, on décolle, et puis on s'en va sur mettons, une autre planète, et puis ce n'est pas comme j'avais dit. Il y a la paix, il y a la saveur. Mais les arbres sont mauves plutôt que jaunes, comme j'avais dit, donc je me suis fait fourrer. Bon, les roches sont petites, alors qu'elle avait dit que les roches pourraient être grandes, donc on s'est encore fait fourrer. C'est la saveur qui est importante. L'individu recherche toujours la forme. L'individu recherche la forme du maître. À quoi ressemble un maître? Bien, un maître, c'est quelqu'un qui a la saveur du maître. On ne peut pas dire plus loin. Parce que si on commence à définir, immédiatement, il y a des égaux qui vont travailler encore sur les effets sur les résultats secondaires, et il y a des personnes qui peuvent toucher à la saveur, qui vont simplement s'exclure parce qu'ils ne sont pas en affinité avec la forme. Dans l'évolution, c'est la même chose. À un moment donné, le mental va dire, bon, ça va être mon temps si j'ai de l'argent, c'est mon temps si j'ai un libre arbitre, c'est mon temps si... Ça, c'est le temps de l'humanité. Il y a un temps du groupe supramental, donc des transportables, des conscientisables. Il y a un temps de l'humanité restante, il y a un temps stellaire, il y a un temps galactique, etc. L'être humain est rendu à un point présentement où il doit vivre et atterrir son temps supramental. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque certains humains auront atterri leur temps supramental, ils seront capables de s'unir, de se grouper, et on pourra progressivement atterrir le temps du groupe. Quand je parle des groupes, je parle de la race nouvelle. Lorsque le temps de la race nouvelle est atterri, il y a une scission qui va se faire totalement, une sécession évolutionnaire qui va se faire entre les transportables, les conscientisables, et le reste de l'humanité qui reste assujetti aux mémoires traditionnelles terrestres. Alors là, on aura progressivement le temps de l'humanité pour être accompli, en ce sens que la majorité de l'élitisme supramental sera probablement perdue pour une partie de l'humanité pour quelques années. Et en même temps, on aura un temps stellaire qui va commencer à être atterri, un temps où il y aura l'élitisme planétaire humain qui sera totalement amené à vivre une initiation solaire et qui, par le fait même, devra échapper au temps humanitaire de ceux qui resteront. Donc, l'être humain qui vit son évolution, quand je dis que l'être humain se niaise, c'est que l'être humain peut être donc bimentalisé. Il y a une partie du mental qui va continuer à gérer, à faire une gestion de l'absurdité, donc d'une philosophie de l'absurde, et l'individu tourne rond. On ne peut pas punir un individu qui tourne rond, mais une chose qui est évidente, c'est que les individus ne doivent pas... Il y a un temps où l'être humain ne peut plus tellement compter sur autrui pour passer de la phase mentale à la phase supramentale. On peut rester en groupe, mais il n'y a pas tellement de relation énergétique qui va se faire. Les individus qui sont dans une phase mentale de transition où ils se niaisent un peu, ces individus-là, s'ils sont ensemble, ils n'arrivent presque pas à s'auto-énergiser, donc il n'y a pas tellement de synergie. L'individu qui est supramentalisé, donc qui ne se niaise pas, peut aider un peu celui qui se mentalise, en ce sens qu'il peut lui donner de l'information lorsque l'être humain exprime le côté, disons, volitif, évolutionnaire de son mental, mais il ne peut rien faire lorsque c'est la partie mentale stagnante qui vient se pointer. Alors il vient un moment donné où
l'individu a toutes les clés, donc il a toute l'information nécessaire pour pouvoir briser le mental stanien, pour pouvoir atterrir son temps à lui, mais c'est une partie de l'évolution du fait que l'homme doit être son seul maître. C'est quelque chose qui se fait seul, dans l'individualité, et qui ne peut pas se faire avec le support de quelqu'un d'autre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'individu peut cumuler de l'énergie uniquement lorsqu'il va placer la partie mentale blanche, la partie mentale volutive, vers l'avant. C'est très facile. La majorité des individus qui sont rendus à ce niveau-là sont rendus à un point où il reste uniquement à mettre le gâteau dans le four micro-ondes. Il ne reste pas grand-chose à faire. Tout le reste complet a été fait. Je ne parle pas de brasser les ingrédients, je parle d'avoir planté ce qu'il fallait, d'avoir ramassé, d'avoir fait de la farine, d'avoir monté. On parle de tout complet, d'avoir ramassé de la silice, d'avoir fait des plats. Tout le gros du gâteau et de tout ce qu'il fallait pour le faire est fait. On a fait le four micro-ondes et il reste maintenant à mettre le gâteau là-dedans. Mais c'est donc l'expression de la conscience qui va permettre de voir qu'il ne reste que le gâteau à mettre. Non. Les gens ne savent pas nécessairement ce qu'il reste à faire. Non, mais par contre, les gens ont une saveur qu'il ne reste pas grand-chose à faire. Je ne parle pas de tout le monde, je parle des individus qui sont rendus à une certaine phase de l'atterrissement de leur temps, savent qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je ne parle pas, je ne dis pas, ils savent que ça va se faire vite. Je dis, ils savent qu'il n'y a pas grand-chose à faire. OK, mais l'individu qui arrive, qui sait qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais que là subsiste un doute, c'est un doute astral qui vient planter là. Absolument. Un doute astral, c'est un doute qui empêche l'individu d'avancer. Bon, un être humain supramental, lorsqu'il doute, il fait juste simplement se réajuster à la réalité de l'illusion. C'est tout. Mais l'individu qui doute, lui, il finit par croire à l'illusion. L'individu qui doute astralement. Donc, moi, je peux douter de n'importe quoi, et vu que je me fous de la forme, je me fous donc de mon doute. Donc, je doute du doute. L'individu qui ne se fout pas de la forme, il va douter de ses doutes astraux. Autrement dit, il va accréditer l'astral, et il va douter, non pas du doute supramental, mais il va douter du supramental. Il ne doute pas du doute. Bon, à un moment donné, on a fait une expérience dans la forêt où on allait chercher un vaisseau extraterrestre qui s'était écrasé. Bon, près ou dans un lac. Les individus, le matin, il pleuvait, il faisait froid. Alors, je leur explique simplement qu'il y a quelque chose comme ça qui est arrivé, et je leur demande, par cumberlandis, c'est-à-dire une méthode qui permet de trouver ce qui est caché, vous allez vous promener, puis vous allez finir par faire un azimut, et puis nous dire dans quelle direction devrait aller marcher. Il y en a qui doutent du doute, et il y en a qui doutent de tout. Bon. Après un laps de temps, je leur explique qu'il y a un lac, qu'il y a telle montagne, qu'il y a un autre petit lac, une forme de... En tout cas, bon, il y a une cache à chasseurs tout près. Bon, c'est ce que j'ai vu. Alors, à un moment donné, tout le monde, à peu près, arrive avec un azimut qui est similaire, toujours un ou deux qui donnent même l'opposé. Bon. Alors, on a un azimut similaire, et puis on se met en marche dans le bois, en faisant une espèce de rangée pour chercher. Et puis, on arrive à un lac, et puis on traverse le lac, et puis on monte la montagne, et puis finalement, on trouve la cache de chasseurs. Et là, on demande aux gens, bon, alors maintenant, c'est par où? Les gens ont toute l'impression que c'est toujours dans le même azimut, beaucoup plus loin. Mais étant donné qu'on a trouvé la cage de chasseurs, ça veut nécessairement dire que c'est quelque part dans le coin. L'été d'après, dans le même azimut, beaucoup plus loin, près d'un autre lac, on a découvert une autre cage de chasseurs. Donc, il y avait deux cages de chasseurs en ligne droite, sur deux lacs, par rapport où on était. Les individus qui font la recherche, qui font le travail, sont des individus qui peuvent se dire simplement, bon, tant qu'à rien faire, on va simplement, tant qu'à marcher dans le bois, par là, autant aller par là. Eux doutent de la forme, mais donc ils vont douter du doute. Ils sont capables de dire, bah, ça serait le fun, mais on n'a rien à foutre. Donc c'est parfait. Il y en a d'autres qui, eux, vont marcher, puis quand ils ont les pieds gelés, quand ils sont tout mouillés parce qu'il pleuvait, à un moment donné, ils finissent par se dire simplement, ah oui, mais c'est niaiseux, c'est ridicule, on aurait attendu, on serait ci, on serait ça, d'autres l'auraient vu. Bon, eux doutent de la réalité, eux doutent de l'instantané ou du neuf, mais ne doutent pas des plans astraux. Alors, quand l'astral se met à douter du doute, il doute toujours d'une façon polarisée. Et on doit strictement faire attention à ce genre de choses. Un doute, comprenez une chose, chaque fois que dans votre structure évolutive, ce qui évolue chez vous, vous crée des problèmes, vous êtes en train de vous faire fourrer. Vous êtes en train de vous faire avoir.
À l'instant où une mentalisation crée des fièvres, crée des problèmes, crée des stress, crée des blocages mentaux, on ne peut plus bouger, c'est astral. Ça se passe dans le mental. Le mental, c'est une mécanique intellectuelle très avancée qui est assujettie souvent à l'ego. Quel que soit le phénomène, j'ai un contact avec mon ajusteur de pensée, puis là, ben là, il niaise, il m'empêche de dormir. Il est descendu trop bas. Il est descendu dans votre cœur astral, et c'est par l'astral que l'astral vous nuit. Donc, l'astral se sert des contacts avec l'ajusteur de pensée, il se sert de cette mécanique, et il vous niaise, il vous nargue. On a subitement une vision merveilleuse de n'importe quoi, puis là, vous êtes béat, puis vous ne pouvez plus rien faire. Vous allez même perdre votre emploi, ou etc., parce que vous avez décidé de vous missionner, ou vous avez tout compris. Toute forme d'évolution qui nuit à l'humain est astralisée. Elle est astralisée, mais de prime abord, elle ne l'était pas. De prime abord, non, sauf que ça ne change rien. C'est comme je te donne de la nourriture qui est propre, mais tu l'échappes à terre dans un trou de boîte, et puis après tu la manges. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle descend à un niveau astralisé? Le fait que tu es morte, le fait que tu n'es pas suffisamment vivante. L'être humain qui est suffisamment vivant, c'est encore une fois simple. Ton évolution fait que ça ne va pas, cesse de penser que tu évolues, là, tu n'évolues pas. Bon, maintenant que tu sais que tu n'évolues pas, là, maintenant tu évolues. Oui, parce que maintenant, tu es vivant. Là, ça va vraiment plus, c'est toute une vraie merde. Ça, c'est de l'astral. Et là, tu vas dire, oui, mais gars, c'est la preuve que c'est une vraie merde, c'est même de l'astral. Qu'est-ce que j'appelle, tu te niaises, là. OK? Tu le sais, puis tu t'en sers pas. C'est comme, ah, je sais bien que je suis manipulé. Mais tu l'es, là, je le sais bien, je le sais bien, je le sais bien, je le sais bien. Ça aide à savoir, fais quelque chose. Maintenant que tu le sais, ben, je le sais bien, je suis manipulé. Ben, si je suis manipulé, deviens vivant. Réveille-toi. Et puis, voilà, c'est réglé. Et là, l'ego va dire, ouais, maintenant que c'est réglé, je fais quoi? C'est encore l'astral. Fait qu'au minimum, continue à voir clair. Puis quand tu verras clair, tu sauras, il n'y aura pas de problème. Là, 2 heures, quand ça allait bien, tu faisais quoi? Rien, ça allait bien, hein? Ben maintenant, quand tu vas rien faire, ça va aller aussi bien. L'ego, il dit, oui, mais là, je vais faire quoi? On n'a rien à foutre. Tout ce qui est important, c'est que présentement, tu te fais taper dedans. C'est comme je vous pique avec une aiguille, une fesse. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça fait mal. Puis à un moment donné, vous allez me dire, quelqu'un vous dit, écoute, dis-lui d'arrêter. Puis vous allez dire, ouais, mais quand il va avoir arrêté, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas, non, continue. Parce que tu sais pas ce que tu vas faire quand il va arrêter. C'est la même chose. L'individu va continuer à s'auto-niaiser. Et tout ce qu'on a à faire, c'est s'en rendre compte. Le supramental par l'ajusteur de pensée peut descendre effectivement très bas. Et là, l'astral s'en sert. Le mental peut aussi s'en servir. Le mental qui est stagnant. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'ouvrir, de se réveiller, puis d'arrêter la mécanique. Le mental qui est stagnant, c'est vraiment qui est coloré de l'ego. Parce que c'est pas le mental lui-même qui est stagnant. Lui, il apporte une information, il conserve l'information qui permet à l'ego de stagner, mais c'est pas le mental qui stagne. C'est que le mental, c'est pas une créature. Non, mais c'est une énergie. C'est une création. C'est énergétique. Sauf que le mental, c'est un processus de logifération anémotif. Le mental, c'est un processus qui nous permet de jouer dans la mémoire d'une façon logique, sans la coloration de l'émotion. Donc, si la structure du mental a été mal synchronisée, la structure de logistique va toujours nous amener à quelque chose de débile. Mais ça sera logique. Alors, le mental lui-même, il est nécessairement, dépendamment de la façon dont il a été structuré, il va nous amener une structure de logistique qui va être débilitante. Mais il est structuré de par l'ego? Il est toujours structuré par l'ego. Un mental, c'est toujours structuré par l'ego. Il pourra finalement être préformé ou parfait par le plan supramental. Mais normalement, l'être humain qui se mentalise, il y a beaucoup d'individus qui sont mentales sur le plan planétaire. Ils n'ont jamais eu de contact supramental. Ils sont mentales et ce sont souvent des mentales qui ont une logistique particulière. On prend un meurtrier professionnel, il est totalement mental. Il ne souffre pas, il va tuer, il va dire aux gens, écoute, mourir pour mourir. Bon, l'autre là-bas, il vient de prendre un coup puis il vient de tuer quelqu'un. Moi, je suis payé pour le faire, c'est mauditement mieux. Puis il a totalement raison. Quelqu'un va dire à un soldat, tu es un mercenaire qui travaille pour ton pays, c'est tout. Puis moi, je suis un mercenaire qui travaille pour le plus offrant. Il n'y a aucune différence. On te paye pour aller te battre, moi, on me paye pour aller me battre. Moi, je choisis mon patron, puis toi, ben, tu prends ton pays. Mais c'est la même maudite chose. Il n'y a pas plus vil que l'autre. Et etc., etc., etc. On va dire, par exemple, chaque fois que quelqu'un, une personne se promène et il échappe son porte-monnaie, je le prends, puis je le garde. Mais là, je fais ma richesse sur le malheur des autres. C'est ce que le médecin fait. Le médecin, lui, gagne sa vie parce que les gens sont malades. Bon, c'est un maudit salaud. Hein? Donc, le mental peut donner des structures comme ça. Alors, des êtres humains qui sont mentales sur la planète, il y en a un maudit paquet.
Le phénomène supramental va permettre à un moment donné un ajustement par la gratuité, le plan bouddhique, et là on aura une intelligence qui a du cœur. L'individu qui vit donc une structuration mentale va la vivre à partir de son ego, donc à partir de l'événementiel, d'où l'importance d'être dans un cadre particulier. Si on parlerait d'éducation infantile, le cadre devient important. L'importance d'être dans un cadre où il y a des humains de notre calibre autour de nous, des humains avec lesquels on est capable de former le mental dans la direction où des prémices d'intelligence, à saveur supramentale, nous dictent d'aller. Donc, on ne s'entoure pas de n'importe qui. Pas parce qu'on est assujetti à autrui, mais parce qu'il est préférable de se servir d'autrui. Et qu'un être humain assujetti, c'est un être humain qui ne peut pas s'en passer. Je parle émotivement. Un être humain qui se sert d'un outil, c'est un être humain qui émotivement s'en passe, mais qui va nécessairement travailler pour retrouver son outil à un moment donné. Simplement parce que tu as des clous à planter, tu viens de perdre ton marteau, tu n'es pas pour les taper avec tes mains. Tu peux prendre une pierre, c'est vrai. Mais si tu as 400 000 clous à planter, ben à un moment donné, tu vas te dire, écoute, je vais arrêter, ça fait 20 pierres que j'effrite, tu vas trouver un marteau. Mais tu ne dors pas, tu ne t'empêches pas de dormir, tu n'es pas malheureux, tu n'es pas en colère, tu n'es pas assujetti à ton marteau. L'être humain, donc, le mental est créé par l'ego. Et à un moment donné, il y a toujours dans la création astrale du mental, chez les êtres humains qui se conscientisent, une partie du mental, sinon la totalité, qui sera nécessairement axée sur l'évolution supramentale. Mais dans certains cas, il y a une partie du mental qui est une partie ruminante. On appelle ça une partie vache, astral, mais en termes intéressants, on va dire ruminant. Pourquoi? Parce que ça rumine. Ça ressort sans cesse les caractéristiques du passé souvent. La jeunesse, par exemple, une jeunesse, disons, malencontreuse, pour ne pas dire malheureuse, peut avoir créé un mental, une logistique qui va faire en sorte que l'individu va se créer un circuit fermé parce qu'il n'a jamais rencontré d'autres individus pour faire un circuit qui pourra s'épanouir ailleurs. Et à un moment donné, lorsqu'il arrive à un certain contact, il va avoir de l'information supramentale qui va être refusée par le mental, souvent qui va être astralisée, donc spiritualisée, et il va revenir au plan du mental par la suite. Et le mental peut quand même s'amuser à jouer avec ça pour empêcher l'individu d'avancer. Mais est-ce que c'est cette information supramentale-là qui peut arriver à un moment donné à apporter suffisamment d'énergie au mental pour pouvoir le restructurer différemment? C'est ce qui va se faire, mais ça va se faire aussi par l'appui énergétique de d'autres individus, d'égrégores mentalo-supramentales ou d'égrégores supramentales, et progressivement, ça va se faire si l'individu finit par avoir les informations astrales nécessaires pour lui permettre d'être manipulé dans un sens où progressivement, il va se réveiller malgré son mental qui est relativement stagnant. Donc, je répète encore une fois, c'est sûr que l'idée, c'est d'avoir conscience de la mécanique pour pouvoir s'en servir. C'est que toute forme de mentalisation, d'astralisation, de spiritualisation, de supramentalisation, de tout ce que l'on voudra, qui nous nuit est nécessairement astralisée. L'intelligence supramentale ne nuit pas. Vous allez voir, par exemple, votre avenir dans 2227 années. Vous allez voir une journée particulière de votre avenir, c'est à ce moment donné-là. Après ça, vous n'êtes plus capable de vivre. Ça, c'est astral. La vision, c'est correct. Et l'être humain doit se réveiller, simplement. Il doit cesser de tolérer chez lui qu'il se niaise, ou que l'ego vienne le niaiser, ou que le mental le niaise. On doit cesser de se narguer. On doit cesser, on doit mettre fin à ça. Oui. L'expansion de la conscience, est-ce qu'elle est, lorsque l'individu expand sa conscience, est-ce que sa perception est pas collectivisée dans un égrégore supramental, mais est-ce que c'est individuel ou c'est une forme de... C'est pas collectivisme le mot. Non, mais ce sera quand même une expansion de groupe. Une expansion de groupe, okay. Oui, mais c'est pas collectif. Ta conscience restera ta conscience. Elle restera assujettie à ta saveur, donc à ton faisceau, à ta couleur. Sauf que elle sera placée dans un coffre-fort pour être, disons, on fait un parallèle, pour être préservée des agressions astrales ou encore du refroidissement que les énergies supramentales subissent au contact du contexte planétaire. Et dans ce coffre-fort, ben, c'est là qu'on a placé aussi les autres. De ce fait, tu veux pas, tu finis par rejoindre ce qu'on appelle une race, un peuple. Tu reconnais peut-être pas les individus physiquement. Il y en a plusieurs que tu ne connais pas, puis tu ne connaîtras peut-être jamais avec leur corps physique. Mais effectivement, progressivement, tu te relis à un peuple. Et cette expansion de la conscience-là, qu'est-ce qu'elle permet? À part la vision, à part de permettre à l'individu d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir grimper, pour pouvoir amener du neuf, mais qu'est-ce qu'elle permet? Il me semble qu'elle a un rôle planétaire. Un rôle, le mot n'est pas vraiment ajusté. Elle a un rôle planétaire, mais elle a aussi un rôle extraplanétaire. Bon, oui, c'est évident. La conscience, il y a plusieurs sortes de conscience. Quand on parle de conscience, ce qu'on devrait comprendre, c'est comme si on avait une immense tache d'huile
avec différentes colorations. Alors, on a une tache qui, par exemple, est un rouge. Au centre, disons, de la tache, on aurait une tache bleue. Au centre de la bleue, on a une tache verte. Et finalement, on a une tache jaune. Tout ça, c'est la conscience. Il y a une conscience qui serait créationnelle, une conscience super universelle, galactique, stellaire et planétaire. Quand l'humain arrive à une conscience, quand l'animal arrive à l'animal humain, disons qu'il touche une couleur. Alors, il a une conscience, il a une vision colorée. À un moment donné, l'humain va finir par grimper suffisamment qu'il va atteindre l'autre couleur et il aura une conscience beaucoup plus vaste. Est-ce qu'il conserve les couleurs centrales? Ils sont intégrés à l'intérieur de ce qu'il est lui. Donc, il est capable de vivre, quand on parle de bilocation de conscience du point de vue extraterrestre et terrestre, c'est ce que ça veut dire, c'est que tu as la capacité d'être totalement extraplanétaire et de continuer à comprendre l'humain sur le contexte planétaire, donc tu seras l'outil capable d'ajuster l'intervention extraterrestre en fonction de ce que vit le terrien dans le contexte planétaire. Maintenant, l'individu qui expand encore sa conscience finit par aller chercher une plus grande étendue de couleurs, donc de coloration, sur la tache d'huile qui est la conscience. Et à un moment donné, il aura conscience de tout. Maintenant, ce qui est important, c'est que la conscience, on parlait du cercle rouge, ne connaît rien du cercle vert ou du cercle bleu ou du cercle jaune. Donc, il y a un besoin créationnel que la conscience absolue, les consciences vastes, les consciences plus restreintes et les consciences planétaires puissent être unies à un moment donné entre elles, et l'être humain est la voie par laquelle la conscience ou les consciences vont s'unir entre elles. Donc, le rôle fondamental de la conscience, si on veut, à partir du point de vue de l'homme, c'est de venir chercher l'homme. Mais le rôle cosmique de l'homme, du point de vue cosmologique, c'est de réunir les états de conscience. La matière est une conscience. Le plan vital est une conscience. Le plan astral, le plan mental, le plan supramental, etc. Et nous devons accepter temporairement de ne pas être capable de structurer de concepts formiques, de concepts avec la parole, pour la simple raison que tout ce que, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que l'humain peut voir de la mécanique réactionnelle est une illusion. Et à un moment donné, il devient évident qu'il faut, ou il faudra créer une illusion encore plus subtile. Et cette subtilité ne peut être perceptible que par les individus qui sont rendus à un point suffisamment avancé de conscientisation, au minimum à un point où ils ne se niaisent plus. Mais cette subtilité-là, les gens peuvent le percevoir comme une ambiance. Si tu arrives, par exemple, à un niveau, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de choses, mais il y a une couleur, il y a une coloration. Il y a une ambiance, il y a une saveur. Sauf que la saveur, ce qui va arriver, c'est que, si, par exemple, je parle de la saveur, il y a des individus qui ne comprendront pas. Même si eux atteignent un peu la saveur. Si on est légèrement en contact énergiopathique, là, en parlant de la saveur, l'individu comprendra. Il ne pourra pas nécessairement en parler, mais on pourra communiquer quand même. Est-ce que l'expansion de la conscience d'un individu qui arrive à une bilocation, par exemple, est-ce que ça peut être récupéré encore par l'astral? Que l'individu, non. Il ne peut pas arriver à un état où, encore, à ce moment-là, donc sa bilocation n'est pas à un niveau suffisamment élevé si c'est récupéré par l'astral. Quand on parle de bilocation, on parle toujours d'une conscience extraterrestre fusionnée à une conscience terrestre. Il n'y a pas encore nécessairement la fusion du globe éthérique, mais on parle de l'être humain vit dans deux états de conscience. Il est capable de s'extirper de la conscience terrestre pour aller immédiatement dans une conscience galactique, donc la conscience supramentale, et il est capable de revenir immédiatement de la conscience supramentale à la conscience planétaire. OK, mais est-ce que l'individu peut arriver et rester un peu, pas coincé, mais rester un petit peu en... Non, l'individu qui, par contre, a un ajusteur de pensée très opérationnel, l'individu qui a un globe éthérique en création, lui pourra recevoir ou voyager par transport séraphique, mais ce n'est pas une bilocation. Il aura la capacité d'avoir de la conscience supramentale, donc extraterrestre, et de temps en temps, il pourra rester dans le canal, l'ajusteur de pensée, ou dans un canal séraphique, où il pourra peut-être rester un petit peu trop extraterrestre, donc inefficace dans le contexte planétaire, ou revenir ici, perdre le contact avec en haut, temporairement. Mais là, on ne parle pas de bilocation, on parle d'unilocation. L'individu, il est soit l'un, soit l'autre. Celui qui vit une bilocation, lui, quand il est extraterrestre, il sait tout ce qui se passe en bas, et quand il est terrestre, il sait tout ce qui se passe en haut. Mais est-ce que l'individu peut être sur le plan planétaire, très bien percevoir ce qui se passe au plan extraplanétaire, mais rester un peu plus long, et il est présent là, mais il est très là longtemps? Oui, là, il n'est pas encore en bilocation. Là, ce qu'il fait simplement, c'est qu'il voyage par transport séraphique à travers son double, à travers son ajusteur de pensée, et probablement qu'il y a des mécaniques astrales en bas, le corps physique ne doit pas être suffisamment pur. Il y a des choses qui font en sorte que l'individu, lorsqu'il monte, va chercher de la pureté. Puis le corps physique n'étant pas capable de recevoir cette pureté, l'individu n'arrive pas à redescendre. L'individu doit s'impurifier
pour pouvoir revenir dans le corps. À ce moment-là, ça peut être vidant énergétiquement. Si ça Ben, demande... c'est évident énergétiquement et c'est là surtout que devraient entrer en fonction les techniques Menfi, Ajupen, Kenvi, entre autres, parce que ce sont des techniques qui vont transformer le corps physique, qui vont purifier les régions particulièrement importantes du corps physique au niveau du contact supramental, le cerveau, le système endocrinien. Alors, sinon, l'individu, effectivement, c'est ce qu'il va faire. Il décolle de temps en temps, puis pour revenir, ben, c'est une vraie cochonnerie. Et lorsqu'il revient, il peut revenir en mentalisant. Parce qu'il va s'impurifier pour pouvoir redescendre. Donc, il va s'effuser après avoir goûté un peu à une mécanique fusionnelle. Mais pourquoi doit-il s'impurifier? Parce que le corps physique n'est pas capable de le recevoir. À ce moment-là, son expression, ça peut être un individu qui va arriver avec des expressions très astralisées. C'est un peu comme, bon, tu viens chez moi une semaine, et tu apprends des choses, et puis par la suite, tu retournes chez toi. Dans ta famille, avec ta mère, ton père, tes frères et sœurs. Alors, ce qui va arriver, c'est que eux, ils ne voudront pas te recevoir. Disons que ce sont tous des clochards. Bon, tu vas à une académie d'aristocrates, tu apprends plein de choses, et quand tu te repointes là, il n'y a rien à faire. Donc, il faudra maintenant que tu commences un processus d'impurification, que tu t'impurifies pour être réacceptable par le groupe. Mais là, ce qui va arriver, c'est que tu peux être tellement déçu du contact entre les deux que quand tu vas t'impurifier, ça peut être peut-être pire encore que tu l'étais au départ. Après, tu vas revenir. Bon, ce qui peut arriver au niveau de la phase de mentalisation. Par contre, si tu vas et quand tu reviens, tu travailles la famille, ou avant de partir, tu travailles la famille avant d'aller chercher un contact, ce qui est plus logique, bien là, quand tu vas revenir, il n'y aura pas de problème. Ton corps, si votre corps, le corps physique surtout, n'est pas capable de supporter le peu de conscience que l'humain va chercher lors d'un voyage séraphique, ben, ça va créer des problèmes. OK, la purification, c'est de l'anégoïsation, mais il me semble que ça va... Peut-être parce que le mot anégoïsation est souvent utilisé dans un contexte trop restreint. Mais la purification, il me semble que ça relève de d'autres choses. C'est vraiment un nettoyage. La négociation, la purification comprend la purification de la génétique. OK? Donc, ça veut dire se couper des contacts réincarnationnels que l'on peut avoir avec nos lignées familiales. Purification vitale, ça veut dire se couper de tous les contacts vampiritiques que l'on a avec notre société. C'est par le corps vital, entre autres, qu'on est très collectif. Parce que c'est les contacts entre les péresprits des âmes qui échangent l'information entre une âme et l'autre qui nous rend collectifs. La purification astrale, c'est la purification de la mécanique réincarnationnelle déjà installée chez nous. Bon. La purification mentale, c'est nécessairement de dissoudre ou de retransformer, de reprogrammer la partie mentale stagnante. Ça, c'est la purification. Se désassujettir des réincarnations, par exemple, au niveau des lignées familiales. Comment un individu, bon, il y a certaines personnes, parfois, à un moment donné, qui vivent un processus, qui ont conscience qu'il y a un détachement, mais il y a quelque chose de plus subtil, une espèce de petit fil très, très, très solide. Comment briser ça? C'est que le détachement est probablement une purification du point de vue psychologique. OK. Du point de vue astral. Mais pas du point de vue vital, ni du point de vue physique. Mais à ce moment-là, comment se fait un processus de détachement à ces deux niveaux-là aussi? Ben, l'individu doit simplement être vivant dans son corps physique. La conscience d'un humain, lorsqu'elle est placée n'importe où, ça fait toute la différence. Tu manges un repas. Au bout de 2 heures, tu as faim. Tu manges le même repas, mais tu es conscient que tu manges présentement et que tu t'alimentes. Probablement que dans 4 ou 5 heures, tu vas commencer à avoir faim. Tu auras assimilé 2 à 3 fois plus de nutriments que si tu as mangé sans être conscient. Tu marches dans la rue en étant conscient, tu te coupes de tes lignées familiales. De toute façon, c'est très simple. Chaque fois que vous êtes conscient là, vous vous désassujettissez de tout ce qui s'est passé avant sur la planète, l'humain n'ayant pas été conscient. Mais l'humain ne peut pas être retenu par ses lignées familiales? S'il se désassujettit, s'il reste vivant, même s'il y a des tentacules de l'autre côté, ça ne marche pas. Ça va tout couper. OK. Ça va tout casser. C'est évident qu'il y aura des tentatives de ramener. C'est-à-dire qu'il y aura des parents qui vont chialer, il y aura des événements qui vont faire en sorte que tu vas hériter. Ou on va t'appeler pour ceci, ou t'appeler pour cela, il y aura un mariage, un baptême, un enterrement, bon. Et puis là, tu as des raisons pour te traiter de sans cœur, te traiter de ci, te traiter de ça, mais finalement, il n'y a rien à foutre. Et on doit être conscient. C'est très, très... D'ailleurs, c'est ça qui est le problème, c'est que c'est trop simple. La purification, à ce moment-là, bon, vu que c'est principalement de se désassujettir de plusieurs niveaux, mais est-ce que c'est, quand on dit de se désassujettir, c'est presque de nettoyer. Par exemple, si tu as un prénom, puis tu dois te désassujettir de l'égrégore de ce prénom-là. Oui, maintenant, l'humain commence souvent là où c'est le plus trippant. Et souvent là où c'est le plus facile. Mais moi, je vois ça plutôt comme une finalisation. Comme une finalisation. Oui. C'est ça qu'il faut faire.
Parce que le corps, en premier, Oui. hein, le corps vital aussi, les corps. Bon, progressivement, par la suite, on verra à attaquer les formes. OK. Et on attaquera les formes uniquement quand on aura une autorité mentale suffisamment puissante dans les mondes inférieurs pour être capable d'instaurer de nouvelles formes. L'autorité mentale. La deuxième partie, on parlera de l'autorité mentale, on n'aura pas le temps là. OK. Est-ce que tu veux poursuivre au niveau des assujettir, au niveau des prénoms? Ça, si je veux poursuivre. Oui, on a encore 3 minutes. OK. Donc, la personne, si par la finalisation, elle doit donc démolir des formes. Mais ce n'est pas les démolir non plus. Non, c'est les digérer. OK. C'est pourquoi que lorsqu'on est conscient, c'est exactement la même chose. Comment on fait pour digérer une forme? Comment on fait pour purifier, par exemple, une partie astrale ou ces choses-là? L'une des plus puissantes techniques pour travailler dans l'âme, dans l'ego, c'est la chirurgie astrale. Mais la chirurgie astrale, pourquoi elle est si puissante? C'est que l'être humain est totalement consciemment présent dans son âme. Et là, le travail qu'il va faire a une incidence aussi marquée que sa présence de conscience. Si l'individu s'endort là-dedans ou répète des mécaniques, il ne sait plus trop, ça n'a plus l'effet, il n'est pas là. Il y a de la mémoire de chirurgien qui se promène. L'individu, lorsqu'il est conscient, il défait. On n'a pas besoin de connaître la digestion, ça digère tout seul. Par contre, le corps physique, lui, lorsqu'il digère, il est conscient de la digestion. Cela va faire en sorte que s'il a besoin de sang, il va prendre du sang, il va venir irriguer le système digestif. Alors, après avoir mangé, on peut avoir une crampe musculaire. On manquera de sang, donc il y aura trop d'acide lactique, ce qui va amener une crampe. On aura peut-être de la difficulté à réfléchir, on s'endormira peut-être, on va manquer de sang au niveau des structures cérébrales. Il y a une conscience physique. La conscience de l'homme est beaucoup plus puissante que la conscience physique. Si l'être humain est conscient lorsqu'il mange, lorsqu'il digère, c'est beaucoup mieux. Mais comment on fait? On a un qu'à être là. Suffisant. Ça fait partie du processus du miracle. L'ego ne comprend pas, mais l'ego n'est pas la conscience. Il ne peut pas comprendre. C'est comme si, par exemple, pour que vous appliquiez le fait d'être vivant, vous devriez astralement comprendre à quoi ça sert et comment ça fonctionne. C'est un peu comme si on vous dit, vous avez tel problème, vous avez un abcès, et puis on va vous donner un antibiotique. Mais pour qu'il fasse effet, l'antibiotique, vous allez décider que vous allez devoir suivre un cours en pharmacologie. Ben, vous risquez d'avoir la boîte assez grosse que vous ne pourrez même plus répondre aux questions à l'examen. L'astral n'a pas besoin de comprendre le processus du miracle pour que celui-ci soit opérationnel. De ce fait, c'est ce qui fait que ça crée un problème aussi, c'est que là, l'astral va douter de la mécanique. Mais ça fonctionne. Vous ne savez pas comment vous vous rendez malade par psychosomatose, et vous voudriez savoir comment allez vous guérir par psychosomatose. On devrait simplement s'arranger pour appliquer les techniques. Mais la compréhension peut parfois amener à régler certaines choses. Non, la compréhension fait encore partie d'un processus de niaisage trop souvent. Mais si la compréhension à ce moment-là n'est pas nécessairement verbalisée ou au niveau des mots, mais c'est l'énergétique. C'est-à-dire qu'une compréhension qui va manipuler les structures astrales pour que tu arrives à un résultat, c'est une chose. Mais il y a beaucoup de compréhensions qui font partie de l'intellectualisation. Et ces compréhensions-là ne mènent absolument à rien. Moi, je ne bouge pas tant que je n'ai pas tout compris astralement. Bon, puis quand tu auras tout compris astralement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer un mental astral. OK. Donc, il y a deux possibilités. Ça peut être aussi la possibilité où l'individu, énergétiquement, commence à comprendre et ça lui permet un mouvement. Donc, c'est pas la même chose à ce moment-là. Non, il y a deux discussions possibles. Une discussion qui est extrêmement intéressante, une discussion qui est extrêmement vivante. Dans la discussion qui est extrêmement vivante, il y a mécanique de transfert d'énergie, donc d'apprentissage ascensionnel. Ça va. Dans la conversation qui est extrêmement intéressante, il y a uniquement de l'intellectualisation, il y a un contact intellectuel, puis c'est extrêmement intéressant, mais les individus ne se serviront jamais de ce qu'ils vont échanger. Mais à ce moment-là, ils ne sentiront pas non plus le transfert d'énergie. Non, sauf qu'étant donné qu'ils sont peut-être mémoriellement astralisés, et ils vont peut-être le sentir, le transfert d'énergie. Mais il me semble qu'ils ne peuvent pas sentir un transfert d'énergie s'il n'y en a pas. Non, mais ils peuvent sentir un transfert d'énergie s'il n'y en a pas, oui. Simplement relié à la mémoire. Ben oui. Mais s'ils l'ont jamais vécu. Mais ça ne change rien. Ils ne sauront pas ce que c'est que le transfert d'énergie. Ils vont l'inventer. Donc, c'est pas le orteil qui commence à être froid, on transfère de l'énergie. Plus simple, plus facile, toi, j'ai réussi. Ah oui, ça dépend simplement de la forme que l'humain s'est placé. Qu'est-ce que la télépathie? La télépathie, pour plusieurs personnes, c'est entendre en quadraphonie avec un petit peu 9 échos en arrière le son de ton chum qui t'appelle. Alors, quand ils font de la télépathie, ben, ils n'y arrivent jamais. Il y en a d'autres pour qui ça va être simplement, tu me donnes un chiffre de 1 à 200 000. Puis si tu as
C'était à 100 000 près, on est télépathe. Bon, ben c'est l'ego. Donc, la personne, elle va tout sentir ce que toi, tu vas ressentir dans une communication réelle. La seule chose qu'il y a, c'est que ce que tu ressens toi et ce qu'elle ressent elle, ça n'a rien à voir. Non, c'est... Mais du point de vue de toi, tu dis je le ressens et c'est vrai. Puis de son point de vue à elle, elle va dire je le ressens et c'est vrai qu'elle le ressent. Mais c'est faux que ça se passe. C'est pourquoi ça devient compliqué au niveau de l'ego. Parce que est-ce que je l'ai, est-ce que je ne l'ai pas? Encore une fois, ça devient une forme, d'où l'importance de ne pas s'attacher aux formes. On s'en balance. Chose qui est évidente, encore une fois, ça vous crée des problèmes. C'est pas ça. Puis quand je dis ça vous crée des problèmes, c'est pas ça. C'est pas ce que vous pensez. C'est ce qu'ils pensent qui est le problème. Oui, mais là, subitement, j'ai eu l'impression que je me ferais enlever par un extraterrestre. Puis ça, là, je dors plus. Mais ça, c'est une information qui évolue. Et qu'est-ce qui évolue? Bien, la façon dont vous la traitez, l'information. L'humain doit apprendre à être réveillé. Imaginez que vous ne connaissez rien, c'est vrai. Alors, ça va savoir les choses à un moment donné. Et à chaque fois qu'on en apprend un tout petit peu plus, on devient totalement perturbé et on n'en sortira pas. On doit accepter d'en savoir. Puis, oui, mais d'un coup, c'est pas vrai. Ça sera faux. D'un coup, c'est vrai, ça sera vrai. Et comment on fait pour le savoir? On ne sait pas. Et qu'est-ce qu'on fait là? Ben, on fait rien. On n'a rien à foutre. Pour l'instant, on joue aux cartes. Plus il va y avoir des individus qui vont être capables de bilocation, donc il va y avoir deux actions qui vont être posées en même temps. Ce sera plus juste une perception. Ça va être une... C'est ce qui s'appelle l'intervention extraterrestre. L'intervention extraterrestre, c'est des êtres humains, je t'ai déjà parlé un peu, qui vont intervenir dans les années à venir chez certains individus, chez certains groupements d'individus, pour préserver les génétiques de certains individus et pour préserver aussi la conscientisation qui s'est opérée à l'intérieur de ces individus-là. La mécanique extraterrestre, on pourra peut-être revenir lors de la troisième si tu as suffisamment de mémoire. La mécanique extraterrestre, on en a quand même parlé souvent, elle va venir en contact avec l'humain uniquement par l'humain qui a un double éthérique. Et l'humain qui a un double éthérique, à un moment donné, sera capable de faire des transports séraphiques. Donc, il aura une bilocation de conscience, il aura une conscience extraterrestre et il aura une conscience terrestre. Et c'est ces êtres-là qui sont les extraterrestres, terrestres extra, qui vont être capables d'enclencher un processus. Si ça va s'enclencher de toute façon, je veux dire c'est nécessaire, mais... Alors, on fait une petite pause et puis vous écrivez des questions si vous en